Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Oui, aujourd'hui on va parler des sols. Oui, pourquoi on va parler des sols? Parce que aujourd'hui c'est la journée internationale des sols. Aujourd'hui est une grande journée pour nous les scientifiques des sols. Oui, aujourd'hui c'est le 5 décembre 2020. Le 5 décembre de chaque année est célébré comme la journée internationale des sols. Donc aujourd'hui c'est le samedi le 5 décembre 2020. Pour cette occasion, le thème dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est le suivant qui est la pollution des sols, une actualité préoccupante. Oui, il faut le dire. La pollution des sols est devenue une chose vraiment préoccupante aujourd'hui. La personne qui parle actuellement est Keita Djibril Sekou, dont je suis actuellement le président de Green Mali Écolo, qui est une association écologique et environnementaliste. Et je suis en train de faire aussi mon doctorat à l'Université Forensic Science en Inde, plus précisément dans l'état de Gujarat. Donc, il faut le dire, cette association aussi a des partenaires, tels que Green Mali Écolo, qui a aussi une association écologique et puis environnementaliste. Il y a nos partenaires Vimoda Service et puis il y a l'association environnementaliste aussi qui est African Environmentalist Network. Donc sans plus tarder, on va parler de notre thème qui est pollution des sols. Pour la bonne réalisation de cette présentation, nous avons adopté le plan suivant qui part d'une introduction, ensuite quelques définitions des concepts liés à la pollution des sols. On va aussi parler des différents polluants du sol, c'est-à-dire la typologie de polluants dans les sols. Aussi, on va parler quelques faits et chiffres. Il y a eu des études qui ont été réalisées sur la contamination des sols. Et puis, je vais parler aussi quelques techniques de dépollution des sols. Enfin, une conclusion bouclera cette présentation. Let's go. Qu'est-ce qui est à la base de cette contamination même? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons toutes les formes de pollution. Ces pollutions-là sont dues aux révolutions industrielles. Oui. Donc les causes naturelles. Parce qu'après les causes anthropiques, on va parler aussi un peu des causes naturelles. Les causes naturelles de la pollution du sol sont assez rares, sont vraiment rares et provoquent des conséquences ou faibles conséquences comme celles des causes anthropiques. Le but même de ce travail est d'appréhender la question de la pollution des sols de la manière la plus simple, mais globale, de façon générale. Il faut le dire, les zones qui sont touchées par la pollution des sols sont vraiment les sols, l'environnement et l'écosystème. Le sol peut être pollué de façon différente, mais les principales causes de la pollution des sols sont dues à une mauvaise gestion des terres, peut être des terres agricoles. Quand on parle de terres agricoles, on fait allusion à l'utilisation des produits agricoles tels que les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides ou les produits phytosanitaires. Ça peut être une mine à ciel ouvert ou bien une mine en profondeur ou bien une mine endogène. Il y a aussi l'élimination des déchets ménagers. Oui, en effet, chez nous, on brûle les déchets plastiques. Mais en les brûlant, il faut que l'incinération soit une incinération complète et entière. Sinon, on risque de produire d'autres produits toxiques dans le sol. Mais aussi, il y a le trafic routier. Le trafic routier, lorsque les voitures sont en circulation dans de grandes villes, ces voitures-là dégagent de fumée. Ce fumée-là contient des gaz carboniques. Et ces gaz carboniques contribuent à la fabrication de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre aussi sont des causes du changement climatique. Et beaucoup de maladies qui sont liées à la santé humaine. Donc faisons attention à cela. Nous devons être aussi conscients
de la pollution du sol. Parce que la pollution du sol, non seulement ça affecte l'environnement, ça affecte les animaux et aussi la santé humaine. C'est très important de le savoir. Donc, au niveau de définition, on va commencer à définir les sols. C'est quoi un sol ou qu'est-ce qu'un sol? Il y a plusieurs définitions, ça dépend dans quel domaine vous vous trouvez. Si vous êtes dans la génie civile, vous allez définir un sol comme un ingénieur. Si vous êtes un agronome, vous allez définir le sol par les points de vue d'un agronome. Mais moi, je suis un pédologue. Je vais définir le sol d'une manière pédologique. Je vais prendre la définition la plus courte qui a été donnée par Bachmann et Brady. Et ils définissent les sols comme un corps naturel dynamique à la surface de la terre dans lequel poussent les plantes. Brady et Bachmann ont défini les sols comme un corps naturel dynamique à la surface de la terre dans lequel poussent les plantes, mais aussi composé de matières minérales et de matières organiques. Cette image est l'illustration de la formation d'un sol. On part de la roche noire jusqu'à un sol individualisé. L'environnement, c'est quoi un environnement? Il y a aussi plusieurs définitions, mais j'ai pris la définition donnée par le petit Robert qui définit l'environnement comme l'ensemble de conditions naturelles physiques, chimiques, biologiques et culturelles dans lesquelles les organismes vivants, en particulier l'homme, se développent. C'est-à-dire l'environnement, c'est là où vous vous trouvez, là où vous dormez, là où vous cultivez. Tout ça englobe l'environnement. Je vais donner un exemple d'environnement tout de suite. Vous voyez cette maison et puis son entourage. C'est ce qui constitue un environnement. Vous voyez ici, c'est un environnement vraiment sain et propice. Ici, on ne voit pas de déchets plastiques, on ne voit pas de produits toxiques. Donc, tout environnement doit être comme ça, si possible. Comme ça, il y aura moins de maladies, il y aura des développements personnels. On a l'écosystème. C'est quoi un écosystème? L'écosystème, c'est une unité de base de la nature composée d'organismes vivants, la biocénèse et leur environnement global, c'est-à-dire les biotopes. Quand vous prenez un environnement fait partie de l'écosystème. Les arbres qui sont là font partie de l'écosystème. Les roses qui sont là font partie de l'écosystème. C'est-à-dire l'écosystème est une association entre les éléments inertes et les éléments biologiques, c'est-à-dire les éléments qui ont de vie et les éléments qui n'ont pas de vie. Tout ça va constituer l'écosystème. Je vais vous donner aussi un exemple de l'écosystème concret. Vous voyez ici, nous avons un écosystème très parfait. Ici, on a les plantes, ici, on a les rivières, ici, on a la décomposition de la matière organique, ici, on a les micro-organismes, ici, on a les hommes. Donc, ce qui veut dire qu'un écosystème englobe tout, que ce soit l'environnement, tout ce qui se trouve. C'est ça qu'on appelle un écosystème. Donc, la contamination et puis la pollution. Ici aussi, il faut une explication parce qu'il y a une nuance qui se trouve entre la définition de la contamination et puis la définition de la pollution. La pollution est tout simplement la continuité de la contamination. Parce que la contamination, c'est lorsqu'il y a la présence de substances potentiellement dangereuses à des concentrations significativement supérieures à celles habituellement mesurées dans un milieu donné. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un sol qui est là, on sait que dans un sol naturel, il y a toujours des produits qui sont là de façon naturelle, qui peuvent être toxiques. Mais le seuil n'est pas atteint. Il y a un certain seuil qui est là. Quand ce seuil-là dépasse, maintenant, on parle de pollution et maintenant, on commence à parler de la contamination. Si maintenant ce seuil-là atteint des limites critiques, on peut maintenant parler de pollution. Mais ici, nous sommes au niveau de la définition de la contamination. La contamination peut toucher le sol, ça peut toucher l'air, ça peut toucher l'eau, du fait des activités humaines.
Donc, soyons vigilants. Ici, c'est l'exemple frappant d'un terrain contaminé par les métaux lourds. Ici, c'est une rivière contaminée par des hydrocarbures. Et ici, c'est un paysage contaminé par des produits agricoles. Ça peut être des pesticides ou bien des insecticides, voire des engrais chimiques. Maintenant, la définition de la pollution. La pollution du sol est définie. On dit un sol est pollué lorsqu'il contient une concentration anormale de composés chimiques potentiellement dangereux pour la santé des hommes, des plantes ou des animaux. Vous voyez maintenant que la pollution, c'est la continuité et le prolongement de la contamination. C'est très simple. Ici, c'est un terrain qui est pollué, mais ici, on est en train de l'excaver, c'est-à-dire on est en train d'enlever les produits qui sont pollués, les polluants dans les sols. Ici aussi, c'est les phénomènes, les mécanismes de drainage des polluants dans les sols. C'est un exemple que j'ai pris de façon, je l'ai fait exprès de prendre parce qu'il est très important de parler sur ces mécanismes. C'est les mécanismes de drainage des polluants dans les sols. Il faut dire que ces mécanismes dépendent aussi de plusieurs facteurs. D'abord, je vais parler du facteur le plus important qui n'est autre que la texture des sols. C'est quoi la texture des sols? La texture des sols, c'est la taille des éléments qui constituent un sol. Voilà. Maintenant, cette taille-là, ça a une grande importance au niveau de la rétention des polluants dans les sols. Par exemple, si la texture des sols est sableuse, les polluants s'infiltrent facilement dans les sols parce que la taille des éléments de sable sont vraiment la taille des éléments est grosse, donc les polluants peuvent s'infiltrer facilement. Par contre, quand le sol a une texture argileuse, ces éléments-là sont des éléments considérablement petits. Donc, même tu verras même que pour que les polluants, même si c'est en liquide, s'infiltre, ça va être compliqué. Et ça donne aussi le temps aux scientifiques des sols de pouvoir traiter avant que les polluants n'atteignent les sous-sols. Mais si c'est le sol à texture sableuse, il faut que les traitements soient rapides. Sinon, dans une semaine ou bien voire un mois, les polluants peuvent se retrouver dans l'eau de sous-sol. Donc ça va être vraiment une contamination générale. Non seulement le sol sera contaminé, et puis l'eau et tout ce qui va avec. Les principaux polluants du sol. Les sources de pollution des sols peuvent généralement être divisées en deux catégories. Nous avons les sources naturelles et les sources anthropiques. Il faut noter que ces deux types de polluants peuvent être minéraux ou bien organiques. Celles-ci peuvent être réparties en trois grandes familles. Nous avons les minéraux, c'est-à-dire les métaux lourds. Il y en a aussi qu'ils appellent les métaux lourds, les éléments traces métalliques. Ça dépend de l'appellation. Ces éléments peuvent être de cadmium, ça peut être de cuivre, ça peut être de zinc, ça peut être de plomb. Ça dépend. Et puis, il y en a, ça reste encore. Ce ne sont pas seulement que ces quatre éléments. Nous avons aussi les polluants organiques, tels que des hydrocarbures, des herbicides et des insecticides. Et enfin, des nanoparticules. Donc, on aura l'occasion de les expliquer un peu plus tôt, un peu avant. Les polluants naturels du sol. Les processus naturels peuvent entraîner l'accumulation de produits chimiques toxiques dans les sols, ce qui entraîne une pollution du sol. Mais ces processus ne sont pas aussi dangereux comme les polluants anthropiques. Seulement, si la pluie est acide, ça peut provoquer une accumulation de taux d'acide dans les sols qui va maintenant transformer cette zone de sol-là, au lieu que le sol ait un pH normal. C'est-à-dire entre 5, bon, ça dépend de la définition de chaque pédologue. En tout cas, les pH propices d'un sol se trouvent entre 6,6 et 7,8. Ok. Maintenant,
En plus de cela, il peut y avoir des rosses, mers acides, des métaux lourds et des hydrocarbures. Ce sont des polluants naturels dans le sol. Donc vous verrez quelques exemples. Il faut le dire aussi, les feux de brousse aussi peuvent être la source des polluants naturels. Il y a les pluies acides, il y a les rosses, mers acides, et puis il y a les activités volcaniques qui peuvent être des polluants naturels dans le sol. Les nanoparticules naturelles peuvent avoir des sources géologiques, une source combustible, une source de conditions incomplètes, comme je l'ai dit. L'exemple, c'est avec les feux de brousse. Il y a aussi des cycles biologiques et des précipitations chimiques abiotiques. Ici, nous avons les nanocontaminations du sol. Les nanocontaminations du sol, c'est quoi? C'est lorsque on a déversé des produits qui sont à base de nanoparticules dans le sol. Vous voyez les produits là ici, ces produits là sont fabriqués à l'aide de nanoparticules. Maintenant, après avoir les utilisés, on les déverse dans le sol. Maintenant, une fois que ces produits arrivent dans le sol, en se dégradant, on a produit des nanoparticules qui seront très toxiques dans le sol. Non seulement les nanoparticules sont toxiques dans le sol, ils peuvent avoir aussi leur impact sur les métaux lourds qui sont là de façon préalable et vont former encore d'autres composés plus toxiques encore. Les polluants anthropiques du sol, ce sont des principaux contributeurs à la pollution du sol. On fait allusion à des essais industriels, toutes les raffineries de pétrole, usines pétrolières, pesticides, des usines de textiles. Il y a la production des médicaments aussi. Il y a des déchets urbains. Ces déchets urbains constituent des déchets plastiques, des verres et des emballages. Maintenant, il y a des produits agricoles, tels que des engrais chimiques, des pesticides et des herbicides. Il y a des exemples aussi qui sont attribués à ces polluants. Il y a les déchets ménagers, il y a les déchets des raffineries, il y a les déchets plastiques et les déchets pharmaceutiques. Il y a quelques faits et chiffres. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur la contamination ou la pollution des sols. Mais j'ai décidé de travailler avec les rapports de la FAO fournis en 2019 parce que ce document est un document de synthèse de recherche scientifique sur la pollution des sols. Donc nous avons quelques exemples de ces rapports. Donc, selon cette étude de la FAO, la production de produits chimiques a rapidement augmenté ces dernières décennies et est appelée à augmenter chaque année de 3,4 milliards jusqu'en 2030. Vous voyez, ce qui veut dire que ça va être une croissance exponentielle. Ensuite, la production mondiale d'ordures ménagères s'élevait aux alentours de 1,3 milliard de tonnes par an en 2012. Et maintenant, cette quantité a la chance d'être multipliée par T. Vous voyez, 1,3 ici, presque, on est passé de 1,3 milliard à 2,2 milliards de tonnes d'ici 2025. Si on ne fait rien, cette quantité de déchets ménagers dans le sol va être multipliée de 1,3 à 2,2 milliards dans le sol. Le sol se trouvant près des routes contient des quantités élevées de métaux lourds, d'hydrocarbures et d'autres polluants, représentant ainsi une menace en cas de production alimentaire dans les zones adjacentes ou de pâturage en bord de route. En fait, ce paragraphe nous explique seulement de prendre en compte l'utilisation des sols au bord des routes. Parce que les véhicules qui circulent ces routes-là déversent des métaux lourds, d'hydrocarbures et autres polluants dans ces sols. Maintenant, en cultivant dans ces zones-là, les produits qu'on cultive, que ce soit de l'arachide, que ce soit des mils,
n'importe quel produit agricole on produit là-bas, ces produits-là ont vraiment la chance d'être contaminés par ces métaux lourds ou par ces polluants. Ou bien quand on fait des pâturages, c'est-à-dire faire promener les animaux au bord de route, les animaux vont brouter des herbes qui sont là-bas, or que ces herbes-là sont déjà vraiment contaminées par ces éléments. Donc faites très attention à cela. En 2015, l'industrie chimique européenne était responsable de 3,19 millions de tonnes de produits chimiques, dont 117 millions considérés comme nuisibles pour l'environnement. C'est énorme. Donc nous arrivons maintenant aux techniques de dépollution des sols. Il faut le dire, le but de la dépollution des sols est de restituer les sites pollués dans un état aussi proche que possible de l'état initial à la formation, à la pollution, pardon. C'est ça. Quand on décide de dépolluer un sol, c'est d'essayer de ramener le sol à son état initial. Mais il faut faire attention parce qu'il existe plusieurs technologies de décontamination des sols contaminés par les métaux lourds. Mais toutes ces méthodes-là ne sont pas applicables ou sont difficiles à appliquer. Ça dépend des conditions et des contextes économiques dont on possède. Pour cela, nous avons plusieurs techniques. D'abord, on commence par les méthodes de traitement des polluants non biodégradables, c'est-à-dire les polluants qui ne sont pas biodégradables. Il y a les méthodes de traitement physico-chimiques. Il y a les méthodes thermiques et les méthodes de confinement. Je vais essayer d'expliquer un peu ces différentes méthodes. Les traitements physico-chimiques sont basés sur la neutralisation chimique, l'incinération, l'absorption sur carbone actif ou sur résine, la lixiviation des sols par des solvants ou encore la photo-oxydation. Donc cette méthode-là est basée sur ces différentes caractéristiques. Mais quand on prend maintenant les méthodes de confinement, les méthodes de confinement sont plus des solutions que des méthodes de dépollution. Oui, il faut le dire, parce que cette méthode permet le traitement de surfaces importantes et polluants multiples. Donc, la pollution n'est donc pas enlevée ni supprimée. Et son objectif est de réduire les effets sur la santé humaine, sur l'environnement, des trucs comme ça. Okay. Donc il y a aussi les méthodes de traitement des polluants biodégradables. À ce niveau, nous avons les méthodes, nous avons la phytorémédiation, nous avons la biorémédiation et la rémédiation par animal. Donc à ce niveau, je vais essayer aussi de définir ces différentes méthodes. Je vais définir les différentes méthodes. Maintenant, apprenant la phyto, d'abord la phytorémédiation. La phytorémédiation est l'utilisation de certaines plantes qui peuvent résister sur des zones contaminées. Et ces plantes-là, on les appelle les plantes métallophytes, parce que ces plantes-là sont capables de se développer, comme je l'ai dit, sur ces zones, non seulement. Et puis ces plantes-là ont la capacité aussi de stocker massivement les métaux lourds dans les parties aériennes et les transformer en azote atmosphérique. Il y a aussi les méthodes par les bio. Il y a la méthode biorémédiation. Il y a les méthodes par biorémédiation, qui est une méthode dont les techniques de biorémédiation utilisent des propriétés dépendantes des micro-organismes. Principalement, on parle des bactéries ou des champignons, que ce soit endogènes ou exogènes, au terrain contaminé dans le but de dégrader ou transformer les contaminants en une forme moins contaminée. La deuxième technique, c'est la technique de rémédiation par animal. Cette technique de rémédiation animale dépend des caractéristiques de certains animaux aussi, que ce soit inférieur ou supérieur, absorbant et dégradant les métaux lourds, donc éliminant et inhibant leur toxicité.
Exemple concret ici, en parlant des animaux qui peuvent faire cette dégradation-là, il y a les vers de terre qui sont capables de faire cette transformation biologique. Donc on tend maintenant vers la fin de cette présentation, la conclusion. Les activités industrielles ou minières sont très importantes car elles contribuent au développement économique des sociétés, mais aussi elles ont des conséquences très graves sur l'environnement. Ces activités contribuent au développement de notre technologie, il faut le dire. Mais cependant, ces activités produisent de façon inévitable des déchets riches en éléments métalliques toxiques. Les sols et les milieux réceptent d'une grande variété de déchets produits par l'activité humaine. Pour finir, la décontamination des sols contaminés est devenue une priorité aujourd'hui à l'échelle mondiale parce que où que vous soyez, il y a des sites contaminés. Donc, si la décontamination est devenue une priorité du fait qu'elle peut contribuer à sauver l'environnement et à sauver la santé humaine. Merci beaucoup pour votre attention. Green Mali Écolo vous dit merci pour votre aimable attention et vous dit encore une très bonne journée internationale des sols. Ce qu'on peut dire pour clore cette vidéo, c'est de prendre soin de notre sol, de notre environnement, de notre écosystème. En bref, prendre soin là où vous soyez. C'est-à-dire votre cadre de vie, c'est très important. Allez, ciao, ciao.